Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons continuer le précédent podcast qui analyse la loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique proposée par la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée nationale populaire, ou ANP, soumise à cette même ANP le 8 septembre 2025, promulguée le 12 mars 2026 et entrée en vigueur le 1er juillet 2026. Donc cette loi est extrêmement importante et elle manifeste, réalise, achève la vision ethnique sinon on pourrait même dire raciale, que la Chine, de la République populaire de Chine, a d'elle-même et la manière dont elle conçoit le rapport des autres ethnies à l'ethnie principale, dominante, celle des Han. Donc on avait la semaine dernière fait une sorte d'analyse de l'évolution du drapeau de la République de Chine à la République populaire de Chine. Donc le premier drapeau de la République de Chine avant sa refondation plus tardive avec le KMT, qui est aujourd'hui toujours le drapeau de Taïwan, dont on ne parlait pas de ce drapeau-là, mais du drapeau à 5 couleurs du début de la fondation de la République de Chine, comparé avec le drapeau de la République populaire de Chine. Évidemment, la Chine de Mao a, dans la veine du communisme folklorique des années 1950, elle a commencé d'abord par faire la promotion de la multiplicité ethnique. Et l'idée, c'était moins toutefois la reconnaissance de la différence des différentes ethnies, plutôt qu'une stratégie en fait de fragmentation raciale visant à créer des isolats culturels sans puissance politique. En passant ainsi de 5 différentes races, ethnies, qui étaient encore une fois les 5 couleurs du drapeau originel de la République de Chine, constituées donc ces 5 ethnies, 5 races sous une seule union. C'était le rouge pour les Han, le jaune pour les Mandchous, le bleu pour les Mongols, le blanc pour les Hui, et le noir pour les Tibétains. Alors là, ici, le terme race, j'emploie ici dans la mesure où il est défini, repris dans le vocabulaire chinois. Aujourd'hui, les anthropologues parlent d'ethnicité. Il n'y a pas de fondement biologique c'est ce qu'on appelle race, mais juste des distinctions culturelles, puisqu'il y a une seule race qui est, si l'on peut dire, qui est l'espèce Homo sapiens sapiens. Et d'ailleurs, sur ce qui est intéressant, on pourra aussi en parler une autre fois, c'est d'ailleurs le fait même que la Chine soit un des seuls pays au monde qui veut contester la base scientifique de l'unité de l'espèce Homo sapiens sapiens, est lié aussi à sa vision profondément raciale de l'évolution humaine. Donc, c'est les 5 races de la République de Chine. On passe sous Mao à 55 ethnies qui doivent être soumises, évidemment, à la loi du parti. De fait, évidemment, le Parti communiste chinois est lui-même en immense majorité Han. Donc, malgré cette idée qu'il y a 55 ethnies qui sont reconnues dans leurs droits, comme peut être noté dans la Constitution, en réalité, dans le Parti communiste chinois, les Han sont la majorité ethnique, 92,3% du Parti communiste chinois, ce qui correspond à plus de 93 millions de membres, et cela alors que les Chinois Han représentent 91,11% de la population, soit donc plus de 1,28 milliard de personnes, si on compte les chiffres officiels, évidemment, puisqu'on sait bien qu'il y a tout un débat sur la démographie et que les chiffres officiels de la population chinoise sont, pour des raisons différentes, soit minorés pour ne pas prendre en compte le fait qu'avant il y a eu la politique d'enfant unique n'a pas été respectée, soit aujourd'hui sans doute plutôt majoré pour masquer on va dire la dégradation démographique. Donc il y a ce qui est intéressant, c'est que même si la Chine
les Chinois Han représentent 91% de la population chinoise. Dans le parti communiste chinois, c'est plus de 92%. Donc il y a même si c'est représentatif on va dire de l'ethnicité majoritaire du pays, il y a aucun mécanisme qui contrebalance cette ethnicité majoritaire au sein des instances du parti, et même au contraire, elle est même renforcée et elle est même, on va dire, au fondement de son institution. Donc la soumission au parti est en quelque sorte indistinguable de l'inféodation des différentes ethnies à celle majoritaire des Han. On avait discuté la dernière fois la symbolique des couleurs au niveau des deux drapeaux. Donc la sinicisation de la Chine, ce qu'on peut véritablement appeler une sinicisation de la Chine, c'est pas un pléonasme. La sinicisation de la Chine, c'est pour le Parti communiste, en fait, un instrument essentiel du maintien de son pouvoir. Le pouvoir du Parti communiste chinois passe par la sinisation, resinicisation constante de tous les aspects de la vie des habitants de la République populaire de Chine. Donc ici, c'est quelque chose qui est important parce que on parle de diversité ethnique, on parle quand on est en Europe, quand on est en France, mais en Chine, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Et il faut vraiment comprendre que d'ailleurs c'est assez intéressant la manière dont certains partis de l'échec politique en France peuvent être extrêmement en faveur on va dire, de la diversité ethnique et de sa représentation dans tous les instances de la vie publique en France, et par ailleurs extrêmement positif, laudatif envers les différents aspects de la politique chinoise. Donc, pour revenir donc à la loi, donc la loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique, donc entrée en vigueur le 1er juillet 2026, codifie en fait la politique du secrétaire général, donc Xi Jinping, relative à la sinicisation des minorités ethniques. C'est ça l'idée, c'est que les minorités ethniques doivent entrer dans le moule de l'ethnie dominante, non seulement, on va dire, de fait, mais on peut même dire de droit. Et il faut se rappeler quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, à partir de 2012, correspond au moment où il y a eu la crise la plus aiguë des révoltes ouïghours au Xinjiang. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance au début, dans le premier mandat Xi Jinping, si on peut dire, c'est le moment où il y a eu la plus grosse crise au Xinjiang, et ensuite où, à partir du deuxième mandat, et encore aujourd'hui, où il y a ensuite la mise en place de cet appareil répressif qui a été documenté, sur lequel on va pas revenir. Donc, on sait que, donc, comme on l'a dit, l'arrivée de Xi Jinping, c'est le moment des révoltes, le début des révoltes ouïghours, et Xi Jinping va proclamer la guerre populaire contre le terrorisme, en appelant les autorités de la province autonome à faire preuve, je cite, d'une absence totale de pitié. Donc, il y a cette vision de l'ethnicité différente comme une menace. Alors même que, encore une fois, l'ethnie Han, c'est 91% du pays, 92% du Parti communiste, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas du tout l'idée de reconnaître, de donner une place, on va dire, ne serait-ce que à cette différence ethnique, mais en fait plutôt l'inverse, l'idée, la nécessité, l'idéologie de l'inféodé au modèle à la fois Han et communiste. Donc la stratégie du parti sous Xi Jinping, en soi, elle n'est pas neuve, elle correspond à ce qu'on appelle le colonialisme de peuplement, c'est-à-dire l'effacement et remplacement, qui en fait définissent une forme de génocide hybride, si l'on peut dire, au sens où l'on parle de guerre hybride. C'est-à-dire qu'une guerre hybride, c'est pas vraiment une guerre, c'est-à-dire qu'on va contrôler le peuplement et faire des avancées de population pour changer la démographie d'un territoire, et notamment
par exemple pour le Xinjiang. En Chine, comme il y a cette tradition légiste, légaliste, qui remonte à Han Fei, à partir du moment où il y a une loi, ça devient légitime. Alors on sait tous, quand on a fait la philo, on sait qu'il y a une différence entre le légitime et le légal, mais dans un État autoritaire, ce qui est légal est légitime. C'est-à-dire on ne peut pas, en fait, dans un régime autoritaire, dénoncer le caractère illégitime de la loi. Ça serait absurde. Et c'est cette différence entre le légitime et le légal, entre ce qui est le droit de fait et ce qui est le droit, on va dire en droit, ce qui est le droit moral est, on va dire, distinct dans un régime démocratique, idéalement, et complètement uni dans un régime autoritaire. C'est-à-dire que c'est le droit, la loi va rendre légitime d'une certaine manière ce qui est illégitime, va rendre légal ce qui est légitime et rendre illégal ce qui peut être légitime, par exemple la révolte. Et donc notamment au niveau ethnique. Donc cette nouvelle loi, elle va d'abord se marquer par un préambule important qui vise à récapituler l'ensemble des concepts fondateurs de la Chine contemporaine. Comment on va citer ce préambule et on va finir d'analyser donc la semaine prochaine. C'est une loi qui vise à réduire encore plus l'autonomie ethno-culturelle non-Han, qui réécrit rétrospectivement l'histoire des invasions, conquêtes et dominations par des groupes non-Han en une histoire d'unité nationale. C'est le préambule. Le peuple chinois est un grand peuple dont la civilisation s'étend sur plus de 5000 ans. Grâce à une interaction, des échanges et une intégration de longue date, les peuples de tous les groupes ethniques de Chine ont ensemble ouvert le vaste territoire de la patrie, créé un pays multiethnique unifié et se sont soudés en une communauté de destin commun, unis par le même sang et les mêmes croyances, une interdépendance culturelle et économique et une profonde affinité affective. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un préambule qui affirme une théorie, celle de la multiethnicité, qui va être en fait combattue, qui va être mise au pas par les différents articles de cette même loi. Donc c'est quelque chose d'assez classique, puisque ça permet de, on va dire, de faire un front théorique qui va satisfaire les lecteurs occidentaux, et dans le détail de la loi, c'est le contraire qui va être mis en place. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.